Bien avant cette évolution désastreuse de la situation internationale, un phénomène sinistre s'est développé à l'intérieur de l'Allemagne, tellement abominable par son essence que la cour de Nuremberg lui consacre plusieurs journées d'audience. Dès le début du national-socialisme, précise l'acte d'accusation, l'antisémitisme a joué un rôle de premier plan dans l'idéologie et la propagande hitlérienne. À partir de 1933, année de la prise du pouvoir, la persécution des Juifs devint un principe de la politique officielle. Principe qui sert de base à toute une réglementation. Après l'élimination des Juifs dans le domaine économique, c'est leur isolement sur le plan sentimental et au point de vue juridique. En septembre 1935, toujours à Nuremberg, au congrès du parti, Göring proclame les lois raciales. Interdiction des mariages et même des relations extra-conjugales entre Juifs et Aryens. Abolition pure et simple des droits naturels que les Juifs possèdent en vue de leur nationalité allemande. C'est pratiquement la mise hors la loi du Moyen-Âge. 10 ans plus tard, également à Nuremberg, mais cette fois au palais de justice, Göring devra répondre de cette phase des persécutions antisémitiques. Robert Jackson, principal accusateur américain, ne lui fera grâce d'aucun détail. Jackson. C'est bien vous qui avez proclamé les lois raciales ou lois de Nuremberg? Göring. Oui. Jackson. C'est également vous qui avez décrété en 1938 l'obligation faite aux Juifs de déclarer leur fortune? Göring. Si le décret porte ma signature, c'est que j'en suis l'auteur. Jackson. Vous avez complété ce décret par un autre, selon lequel toute cession d'une entreprise juive devait être approuvée au préalable par les autorités? Göring. C'est exact, je m'en souviens. Jackson. À la fin de l'année, exactement le 12 novembre 1938, vous avez imposé aux Juifs d'Allemagne une amende collective d'1 milliard de marks? Göring. J'ai déjà expliqué que toutes ces lois ont été signées par moi, que j'en porte donc la responsabilité. Jackson. C'est également vous qui avez, à la même date, signé un décret interdisant aux Juifs d'exploiter un commerce de détail ou de travailler comme artisans indépendants? Göring. Oui. Toutes ces dispositions faisaient partie des mesures décidées pour éliminer les Juifs de l'économie allemande. Jackson. 3 mois plus tard, en février 1939, c'est bien vous qui avez signé un décret imposant aux Juifs la remise aux autorités de tout bijou et objet de valeur acquis à titre onéreux, et cela dans un délai de 2 semaines? Göring. Je ne m'en souviens pas, mais c'est probablement exact. Pourquoi Jackson insiste-t-il tant sur ces mesures? Pour une raison fort simple. Elles constituent en quelque sorte le cadre dans lequel se place l'un des événements les plus abominables d'avant-guerre. Événement à l'épisode multiple dont le plus tragique est resté pratiquement ignoré, du moins à l'époque. Le 28 octobre 1938, dans toute l'Allemagne, des policiers frappent aux portes de 17 000 Juifs. Il s'agit d'hommes et de femmes qui, tout récemment encore, possédaient la nationalité polonaise. Or, le gouvernement de Varsovie vient de déclarer périmer les passeports de ses ressortissants juifs vivant à l'étranger. Pour Hitler, c'est l'occasion de se débarrasser de ces gens devenus apatrides. Et Heydrich, le futur bourreau de la Tchécoslovaquie, à l'époque chef de la police de sécurité, profitera des circonstances pour organiser la première déportation de Juifs du siècle. Donc, le 28 octobre 1938, un an avant la guerre, des milliers de Juifs sont arrêtés, entassés sur des camions ou dans des wagons à bestiaux. De leurs biens, ils ne sont autorisés à emporter que ce qu'ils peuvent transporter sur eux-mêmes. Puis les pitoyables colonnes sont mises en route vers l'est. Près de la gare frontière de Benchen, on rassemble les malheureux dans les champs. Un ordre, et les policiers de Heydrich, formés en cordon serré, s'élancent pour les chasser devant eux à coups de poing et de trique, en direction de la frontière. Des vieillards s'écroulent, se relèvent sous les bourrades, s'effondrent à nouveau pour mourir, le visage dans la terre humide. Les postes polonais, surpris, sont évidemment incapables de refouler ces milliers d'hommes et de femmes lancés dans une course éperdue. Effarés,
Débordés, les gardes-frontières les laissent passer. L'expulsion massive a réussi. Ce premier drame porte en lui le germe d'un second. Parmi les rapatriés se trouve un savetier du nom de Sindel Greenspan, avec sa femme et ses enfants. De Pologne, où la famille, arrivée les mains pratiquement vides, connaît une affreuse misère, il écrit à son fils aîné Herzl qui vit à Paris. En recevant cette lettre pathétique, Herzl Greenspan prend une décision dont les conséquences seront terribles. Herzl a 17 ans, l'âge des grandes révoltes et des coups de tête. Constatant qu'aucun État, aucune autorité morale ne cherche à réparer les torts dont sa famille a été victime, il va lui-même essayer de faire œuvre de justicier. Le 7 novembre, il achète dès l'ouverture des magasins un revolver à barillet chez un armurier du faubourg Saint-Martin. Puis, quelques minutes avant 9 heures, il se présente rue de Lille, à l'ambassade d'Allemagne. Son but, abattre l'ambassadeur, le comte von Welczek. Voilà justement le comte qui rentre d'une promenade à cheval. Pour Greenspan, qui ne l'a jamais vu, c'est évidemment un inconnu. Du milieu de la cour, le jeune juif aborde le diplomate et poliment lui demande où il pourrait trouver monsieur l'ambassadeur. Le comte, croyant avoir affaire à un pétitionnaire, l'adresse à un huissier et poursuit son chemin. Il ignore encore qu'il vient d'échapper à la mort. Il lui aurait suffi de dire « c'est moi » pour être abattu à bout portant. L'appariteur se garde bien de conduire le jeune homme directement auprès de son Excellence. Il l'escorte au bureau du conseiller d'ambassade von Rath, chargé de recevoir les visiteurs. Devant la porte, il prie Greenspan d'attendre qu'il l'annonce. Au bout de quelques instants, il revient suivi de von Rath. Greenspan, la main enfoncée dans la poche de son imperméable, s'avance brusquement. 2 détonations claquent dans le silence feutré du couloir. Grièvement blessé, von Rath chancelle et s'écroule. Malgré des efforts désespérés, on ne réussira pas à le sauver. Greenspan se laisse arrêter sans un geste de défense. Conduit à la sûreté, il déclare avoir agi en réponse à l'expulsion brutale de sa famille. C'est pour protester contre cette mesure inhumaine que j'ai décidé d'abattre une personnalité de l'ambassade. Je voulais venger les Juifs et, en même temps, attirer l'attention mondiale sur les événements d'Allemagne. La colère est mauvaise conseillère. Greenspan a suivi son impulsion sans en supputer les conséquences. Elles seront catastrophiques. Son geste malencontreux sera le prétexte et le point de départ de nouvelles persécutions antisémitiques. À vrai dire, ces persécutions n'ont rien de spontané. Le procès de Nuremberg va permettre d'en démontrer le mécanisme. 48 heures après l'attentat, Hitler et ses vieux compagnons de combat, réunis à Munich, célèbrent l'anniversaire du soulèvement avorté en 1923. Vers 21 heures, au moment du dîner d'apparat, on voit entrer un milicien qui se penche à l'oreille du Führer et, à voix basse, lui apprend la mort de von Rath. Hitler se tourne vers Goebbels, son voisin de droite, et lui parle longuement, toujours en chuchotant. Puis, repoussant son assiette, il se lève. Les convives croient qu'il va prononcer le discours d'usage. À la surprise générale, il quitte la salle, sans un mot. Personne ne sait ce qu'il a pu dire à son ministre de la propagande. Mais les événements qui vont suivre, se succédant coup sur coup, découlent manifestement de cette conversation. 7 ans plus tard, à Nuremberg, Göring, qui n'a pourtant pas assisté à ce dîner, ne se gênera pas pour le confirmer. Göring. D'après ce qu'on m'a dit par la suite, Goebbels, informé du décès de von Rath, suggéra des mesures de représailles. Quant à la forme qu'allaient prendre ces mesures, je n'en fus averti pour ma part que 3 jours plus tard. D'abord de façon indirecte, par le contrôleur de mon train qui avait observé plusieurs incendies dans la ville de Halle. Ensuite à Berlin, par mon aide de camp, qui me fit un rapport sur les troubles de la nuit précédente. Un peu partout, une foule surexcitée avait pillé des magasins juifs, brisé des fenêtres, incendié des synagogues. La réaction populaire à l'assassinat du malheureux von Rath. En réalité, ces excès ne sont nullement nés d'une réaction populaire. Le peuple, cette nuit-là, comme les autres nuits,
et couchés, en train de dormir. En revanche, une activité fiévreuse règne au siège de la Gestapo, à Berlin. Bientôt, dans les services centraux de police des grandes villes, les téléscripteurs se mettent à crépiter. À Nuremberg, l'accusation donnera lecture d'une de ses instructions confidentielles qui porte la signature de Heydrich. En réponse à l'attentat contre le conseiller d'ambassade von Rath, il doit y avoir, au cours de cette nuit du 9 au 10 novembre, des manifestations dirigées contre les Juifs. Afin de tenir compte de cette situation, les autorités locales appliqueront les dispositions suivantes. Dès réception du présent message, les chefs des services régionaux de la police d'État, ou le cas échéant, leurs remplaçants, prendront contact par téléphone avec les cadres du parti. Ils arrêteront en commun la marche à suivre pour l'organisation des manifestations. Les chefs de police informeront les cadres politiques qu'ils ont reçus de la direction nationale SS. Les directives suivantes. A. Les mesures à prendre ne doivent en aucun cas mettre en péril des vies ou des biens allemands. À rien. Ainsi, avant d'incendier une synagogue, il faudra s'assurer que le feu ne pourra se communiquer aux bâtiments voisins. B. En ce qui concerne les magasins et appartements juifs, il s'agit de procéder à des destructions, mais non au pillage. La police a ordre de surveiller les manifestants et d'arrêter les pillards éventuels. Voilà qui éclaire d'un jour singulier cette brutale réaction populaire. Une fois de plus, Hitler, Goebbels et consorts, avec leur hypocrisie coutumière, ont invoqué le peuple allemand pour couvrir leur agissement. C'est la populace qu'il faudrait dire. Cette nuit-là, elle s'en donne à cœur joie, ajoutant allègrement au programme des réjouissances prévues les plaisirs plus corsés du viol et du meurtre. À telle enseigne que la juridiction suprême du mouvement sera obligée de constater que l'histoire est par trop transparente. Les instructions orales du ministre de la Propagande ont partout donné lieu à la même interprétation. Le parti, tout en se cantonnant officiellement dans une réserve totale, était chargé d'organiser les manifestations avec ses effectifs. De toute manière, seul le parti, avec ses cadres et ses troupes, pouvait déclencher une telle action. Le public ne s'y est pas trompé. Tous les Allemands, jusqu'au dernier, savent que la nuit du 9 au 10 novembre a été organisée par le parti, que celui-ci l'admette ou non. Quand, dans la même nuit, on voit flamber des dizaines de synagogues, on comprend qu'il s'agit d'une entreprise concertée. Or, seul le parti a les moyens techniques et numériques d'en assurer l'exécution. Fait extraordinaire, Goebbels, instigateur de ce déchaînement orchestré, n'aura pas droit aux applaudissements de ses pairs. Loin de là. Le premier, Funk, à l'époque ministre de l'économie, lui exprimera son indignation dans des termes d'une rare violence. « Vous avez perdu la tête, Goebbels. Comment osez-vous commettre des saletés pareilles? On doit avoir honte d'être allemand aujourd'hui. Je m'échine jour et nuit à conserver la substance économique de la nation, et vous jetez des millions par la fenêtre? Si vous n'y mettez pas fin immédiatement, moi, je vous flanque ma démission. » L'aspect humain de ces centaines de milliers de crimes le laisse donc indifférent. Il ne s'inquiète que des pertes matérielles et des répercussions sur le prestige de l'Allemagne. Tout comme Göring, furieux lui aussi, et pour les mêmes raisons. Au procès, le gros maréchal s'en expliquera avec une naïveté déconcertante. Göring. Le Führer avait regagné Berlin au début de la matinée. Ayant appris entre-temps que Goebbels était à l'origine des événements de la nuit, je déclarai à Hitler que je ne voulais à aucun prix de ces procédés. En tant que responsable du plan de 4 ans, je m'efforçais désespérément d'obtenir un rendement maximum. Dans plusieurs discours, j'avais demandé à la population de conserver jusqu'aux tubes vides de dentifrice, jusqu'aux clous tordus et rouillés, pour les remettre au centre de récupération. Et voilà qu'en l'espace d'une seule nuit, on détruisait stupidement des millions et des millions de marchandises, sur l'ordre de Goebbels. Évidemment, le ministre de la Propagande se moquait des considérations économiques. Dans le courant de l'après-midi, je me rendis à nouveau à la chancellerie. J'étais en train de discuter avec le Führer quand Goebbels vint nous rejoindre. Un peu plus tôt, je lui avais dit, au téléphone, ce que je pensais de son triste exploit.
Nullement contrit, il se lança dans ses habituelles tirades antisémitiques. Soudain, je dressai l'oreille. Il venait de faire une suggestion intéressante. Une amende collective, imposée à l'ensemble des Juifs allemands. Bien entendu, il proposa d'abord un chiffre ridiculement élevé. Après une brève discussion, nous nous mîmes d'accord sur 1 milliard de marks. Toutefois, j'attirai l'attention de Hitler sur les répercussions qu'un tel prélèvement pourrait avoir sur les rentrées fiscales. Il saisit l'occasion pour exprimer son désir d'arriver enfin à une solution définitive de la question juive. Ce fut pour étudier les diverses possibilités que je réunis la conférence du 12 novembre. Ce sera une conférence orageuse, au cours de laquelle les acteurs principaux du drame feront preuve d'un cynisme total. Une fois de plus, la passion si germanique des archives bien tenues se retournera contre les dignitaires nazis. Les enquêteurs américains découvriront le procès-verbal de la séance, à Berlin, au ministère de l'Air. Si bien qu'en 1945, le monde entier saura comment fut réglé 16 ans plus tôt le sort des Juifs allemands. En plus de Göring et Goebbels, participent à cette conférence Heydrich, chef de la Gestapo, Frick, ministre de l'Intérieur, Funk, ministre de l'Économie, le comte Schwerin-Krosigk, ministre des Finances, ainsi que d'autres seigneurs de moindre importance. C'est Göring qui ouvre la séance. Göring. Messieurs, je vous ai convoqués en exécution d'un ordre du Führer qui désire parvenir rapidement à la liquidation de la question juive. Je tiens tout d'abord à déclarer que des manifestations dans le genre de celles qui ont eu lieu il y a 2 jours ne doivent pas se reproduire. Ces histoires-là sont tout simplement stupides. En fin de compte, la victime n'est pas le juif, mais moi, en tant que responsable de l'économie et de la production nationale. On démolit un magasin juif, on jette les marchandises dans la rue. La belle affaire. C'est la compagnie d'assurance qui va payer les dégâts et l'économie allemande qui va pâtir d'une perte de biens de consommation. Quand je pense qu'on a incendié un grand magasin parce qu'il appartenait à un juif, qu'on a détruit des centaines de robes, des milliers de mètres de tissus, je pourrais aussi bien mettre le feu aux matières premières que nous importons, le résultat serait le même. Cela dit, parlons peu, mais parlons bien. J'insiste auprès de tous les services intéressés sur la nécessité de prendre rapidement les mesures nécessaires à l'élimination totale des Juifs, dans le domaine économique. Le principe de base est celui-ci. Chaque Juif doit céder ses biens économiques, magasins, ateliers, immeubles, terrains, à l'État. Il reçoit un dédommagement. Cette somme ne lui sera pas versée, mais portée à son crédit au grand livre de la dette publique. Il en touchera cependant les intérêts dont il devra vivre. Pendant peut-être 1 heure, on examinera les modalités de l'arianisation du commerce de détail et de gros, des entreprises industrielles, des banques, de l'édition, et ainsi de suite. Puis, Goebbels, que ces détails juridiques ennuient, oriente la discussion vers des sujets moins académiques. Goebbels. Dans presque toutes les villes d'Allemagne, les synagogues ont été détruites par l'incendie. Il faudrait savoir maintenant ce que l'on va faire des terrains. Certaines municipalités voudraient créer des squares, d'autres ériger des immeubles administratifs. Göring. Combien de synagogues ont été détruites? Heydrich. J'ai les chiffres exacts. 101 ont brûlé. 76 ont été pratiquement démolies à coups de bélier et de pioches. Goebbels. À mon avis, il faut en profiter pour dissoudre les synagogues. Quant aux frais qui peuvent en résulter, les Juifs paieront. Liquidation des comptes, archives, locaux, déblaiement des ruines, on leur présentera la note. J'estime également qu'il faudrait interdire aux Juifs la visite des théâtres, cinémas et cirques allemands. Nous pouvons nous permettre ce plaisir. De toute manière, nos théâtres jouent pratiquement à guichet fermé en ce moment. D'ailleurs, d'une façon générale, les Juifs doivent être mis à l'écart de la vie publique. Quand je pense qu'aujourd'hui encore un voyageur allemand risque d'avoir à partager son compartiment de wagon-lit avec un Juif, le ministre des Communications n'a qu'à décider la création de compartiments spéciaux pour Juifs. Les jours où l'on manquera de place, par exemple au début des vacances, eh bien les Juifs voyageront debout dans le couloir. Göring. Inutile d'entrer dans les détails.
Les jours où les trains seront bondés, croyez-moi, pas la peine d'étudier le règlement. Les gens prendront les Juifs par la peau du cou et les flanqueront dans les soufflets ou dans les cabinets. Au moins ils pourront s'asseoir sur la cuvette. Goebbels. Un autre décret devra interdire aux Juifs l'accès de nos stations thermales et touristiques. Göring. On pourrait leur en réserver quelques-unes. Goebbels. Si vous voulez, mais pas les plus belles. Je me demande même s'il ne faut pas leur interdire la forêt allemande. Regardez seulement ce qui se passe dans la banlieue berlinoise. Chaque dimanche, on rencontre dans les bois des tribus entières de Juifs qui se promènent comme si de rien n'était. Göring. On pourrait leur réserver un coin de forêt que les vrais Allemands éviteraient. Goebbels. De même en ce qui concerne les jardins publics. On ne peut quand même pas demander à un Arien de s'asseoir sur un banc où se vautre déjà un Juif. On leur laissera 2 ou 3 jardins, pas les plus beaux bien sûr, avec des bancs marqués, réservés aux Juifs. Maintenant, pour finir la liste de ces mesures, la question scolaire. Il est inadmissible que des enfants juifs aient le droit de fréquenter une école allemande. Il faut préserver notre jeunesse de cette contagion. Göring. Entièrement d'accord. À présent, si vous voulez bien, passons à une autre question. J'avais prié les grandes compagnies d'assurance d'envoyer un représentant avec lequel nous puissions examiner certains aspects d'ordre financier. Il attend dans un salon voisin. Je vais le faire entrer. Messieurs, permettez-moi de vous présenter Monsieur Hilgard, délégué du syndicat des compagnies d'assurance. Monsieur Hilgard, voici de quoi il s'agit. La colère pleinement justifiée du peuple allemand à l'égard des Juifs s'est traduite par de nombreuses destructions, sur tout le territoire du Reich. Or, je suppose qu'une grande partie des Juifs sont assurés. Remarquez que cela pourrait se régler très facilement. Je n'aurai qu'à promulguer un décret qui dispenserait les assureurs de rembourser ces dégâts. Hilgard. Ce n'est pas si simple que cela, notamment en ce qui concerne l'assurance contre les bris de glace, l'un des plus gros postes de la facture à régler, et où la grande majorité des assurés sont ariens. C'est que la propriété immobilière se trouve presque entièrement entre les mains des ariens. Les Juifs ne sont généralement que locataires de leurs magasins. Goebbels. Qu'à cela ne tienne, les Juifs paieront. Göring. C'est insensé. Nous manquons de matières premières. Toutes ces vitres, c'est du verre fabriqué à l'étranger, et que nous avons dû payer en devises. Il y a de quoi s'arracher les cheveux. Hilgard. Le verre des vitres est fabriqué uniquement en Belgique. On en a brisé, au cours de cette fameuse nuit, pour environ 6 millions de marks. Je voudrais encore mentionner que cela représente 50% de la production annuelle de l'industrie belge du verre. Il faudrait donc aux fabricants belges au moins 6 mois pour fournir de quoi remplacer toutes les vitres brisées. Göring. N'en parlons plus, pour l'instant. Cette histoire me rend malade. Encore 2 ou 3 nuits comme celle-ci, et nous pourrons fermer boutique. Passons à un autre chapitre. Les marchandises de toutes sortes qui ont disparu des magasins. Hilgard. Dans ce domaine, l'affaire la plus importante est celle du joaillier Margraf. Ses vitrines et son magasin ont été complètement pillés, jusqu'à la dernière pierre. Nous avons déjà reçu sa déclaration. Il réclame une indemnité de 1,7 million de marks. Göring. Charmant. Se tournant vers Heydrich. À vous de retrouver les bijoux volés, en organisant des rafles monstres, surtout dans les quartiers malfamés. Heydrich. J'ai déjà donné des instructions dans ce sens. Göring. Dès qu'un bonhomme entre dans une boutique pour essayer de vendre un bijou, un coup de fil à la police, et on lui saisit sa babiole, même s'il prétend l'avoir acheté ou hérité. Heydrich. Il y a eu, en tout, environ 800 cas de pillage. Nous nous efforçons de récupérer les marchandises, par tous les moyens. Göring. Ne nous écartons pas du sujet. Pour le moment, je parle des bijoux. Croyez-vous que vos agents arriveront à mettre la main dessus? Heydrich. Je ne voudrais pas trop m'avancer. Une grande partie de ces bijoux ont été lancés dans la rue, par les vitres brisées, et ramassés ensuite par les gens qui étaient restés dehors. C'est aussi ce qui s'est passé pour les magasins de fourrure. Évidemment, la foule s'est servie. Des manteaux de skunk, des castors, même des visons ont disparu. Daleg, adjoint de Heydrich.
Le parti devrait ordonner à tout le monde d'avertir immédiatement la police lorsqu'une voisine fait transformer un manteau de fourrure ou qu'elle étrenne une bague, un bracelet en or. Il faut faire peur aux voleurs. Il gare. De toute manière, monsieur le maréchal, nous tenons absolument à remplir nos obligations contractuelles. Je dois vous demander de ne pas intervenir. Göring. Mais puisque je suis forcé d'intervenir, je ne vous laisserai quand même pas indemniser les Juifs avec de l'argent allemand. C'est à eux de payer les pots cassés, pas à nous, que diable. Il garde. Il faut tenir compte de notre situation. Nous nous occupons également, et sur une vaste échelle, d'assurance internationale. Nous devons donc veiller à ce que la confiance de nos clients étrangers ne soit pas ébranlée. Heydrich. On pourrait s'arranger autrement. Les compagnies reconnaîtront les réclamations de leurs assurés, puis quand elles s'apprêteront à payer, nous saisirons les indemnités. De cette façon-là, les Juifs ne toucheront rien, et vous ne perdrez pas la face. Il garde. C'est aussi mon avis. Ce serait certainement la meilleure solution. Göring. En résumé, les indemnités dues aux Juifs seront payées, mais au ministère des Finances. L'argent doit revenir à l'État. C'est l'évidence même. Il garde. Permettez-moi d'ajouter que, d'après mes estimations, les dégâts se chiffrent pour l'ensemble du Reich à quelques 25 millions de marks. Heydrich. Vous êtes certainement très en dessous de la vérité. Mes services estiment que les déprédations d'immeubles, d'installations et de marchandises atteignent un total de plusieurs centaines de millions. Göring. De mieux en mieux. J'aurais préféré que vous massacriez 200 Juifs au lieu de détruire des valeurs pareilles. Heydrich. Il y a eu 35 morts. Il garde. Je suis en train de me demander dans quelle mesure les compagnies d'assurance étrangères sont touchées par cette histoire. Göring. De toute manière, elles seront forcées de payer. Tant mieux. Plus nous saisirons, mieux cela vaudra. Donc, les Juifs feront leur déclaration. Les compagnies verseront les indemnités, mais nous les raflerons. Remarquez qu'en fin de compte, certains dégâts ne seront pas remboursés, d'où un coquet bénéfice pour les compagnies d'assurance. Monsieur Hilgard, vous pouvez vous frotter les mains. Hilgard. Je ne vois pas pour quelle raison. Göring. Voyons, c'est de la mauvaise foi, non? D'ailleurs, il n'y a qu'à vous regarder pour s'en rendre compte. Vous avez du mal à cacher votre sourire. Vous êtes satisfait. Vous ronronnez de satisfaction. C'est vous qui faites la meilleure affaire dans l'histoire. Heydrich. Il y a un autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention. À la suite de l'arianisation de l'économie et des autres limitations, les Juifs sont réduits au chômage. En d'autres termes, nous assisterons à la prolétarisation des Juifs. Je suis donc dès maintenant obligé de prendre des mesures pour les isoler. J'aimerais vous soumettre certaines propositions dans ce sens. Par exemple, il faudra trouver le moyen de signaler les Juifs individuellement, de les marquer. Göring. En leur imposant une tenue, un uniforme. Heydrich. Je pensais plutôt à un insigne. Göring. C'est très joli. Mais mon cher Heydrich, cela ne vous évitera pas la création de vastes ghettos dans les villes. Vous y arriverez fatalement. Heydrich. Les services de police ont étudié la question. Un véritable ghetto dans la forme d'un quartier rigoureusement isolé paraît irréalisable. Göring. Et dans les villes strictement à eux? Heydrich. Si je peux les obliger à résider dans des villes à eux, des villes entièrement juives, alors cela devient faisable. Funk. On leur apprendra à se serrer. Heydrich. En outre, je propose de limiter leurs déplacements. Pour commencer, on leur retirerait le permis de conduire. Ensuite, on les exclurait des hôpitaux. On leur interdirait les moyens de transport en commun, métro, autobus, train, etc. Göring. D'accord pour le principe, mais il faudra fignoler tout ça. Maintenant, une dernière question. Que penseriez-vous, messieurs, d'une amende imposée à l'ensemble des Juifs allemands, et dont le montant serait fixé à 1 milliard de marks? Comme motif, punition du crime révoltant dont fut victime le conseiller d'ambassade von Rath. Ça leur clouera le bec, croyez-moi. Les salopards y regarderont à 2 fois avant de commettre un second assassinat. Pour le dire tout net,
Je n'aimerais pas être juif allemand en ce moment. » Au procès de Nuremberg, Göring, interrogé sur cette mémorable conférence, essaiera certes de minimiser ses déclarations, mais il ne pourra en contester ni la substance, ni même la teneur. L'accusateur, en présentant le procès-verbal de l'entretien, l'a d'avance privé de tout moyen de défense. D'ailleurs, les événements l'auraient convaincu de mensonge. Très vite, les mesures envisagées ce jour-là à l'encontre des Juifs d'Allemagne allaient se traduire par une effroyable réalité, dont les ultimes étapes furent la marque infamante de l'étoile jaune, le ghetto et l'extermination.